Je possède une société minière cotée sur l'ASX SYK et sur le marché OTC aux États-Unis, qui est SIAX, et qui est un producteur de lithium. Poursuivant des actifs de premier ordre et du côté de l'exploration, et se joignant à moi pour parler des résultats trimestriels, est le directeur général Lucas Taro. Bonjour, Lucas. Salut team, super avec toi. C'est formidable de te revoir. Cela fait maintenant 3 mois depuis notre dernière conversation lors du dernier trimestre. Et, récemment, Rio Tinto a acquis un projet de lithium, le projet de lithium Arcadium. Mais avant d'en parler, passons en revue les points clés de vos opérations au cours du dernier trimestre. Merci team. Évidemment, nous avons eu un trimestre chargé. Et aussi, vraiment assez productif où nous avons vraiment vu la large gamme de métriques clés évoluer dans la bonne direction pour nous. Donc, si je passe en revue les opérations, nous avons vu des volumes miniers d'environ 240 000 tonnes, soit une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent. Nous avons constaté une augmentation de l'utilisation des usines. Cela est passé de 83% à 91% au cours du trimestre également. Nous avons donc constaté une utilisation accrue des usines. Le taux de récupération était de 67%, ce qui reflétait une alimentation de moindre qualité que nous avons observée au cours du trimestre. Mais finalement, tout cela a permis de produire un niveau record de production trimestrielle de concentré de spodumène à un peu plus de 52 000 tonnes, ce qui représente évidemment une augmentation de 5% par rapport au trimestre précédent et encore une fois, à un niveau record. C'est un véritable témoignage du travail de Sylvain et de l'équipe au Québec. Cela nous a vraiment mis sur de bonnes bases. Évidemment, l'impact de cette augmentation de volume a été une réduction de nos coûts d'exploitation unitaires. Sur une base de coûts des biens vendus, nous étions juste un peu au-dessus de 1300 dollars australiens. Et si je regarde cela en termes de coûts unitaires de production, sur la base des tonnes produites et en excluant les inventaires, nous sommes en fait en dessous de 1100 dollars australiens. Nous avons donc constaté une réduction significative. Cela représente respectivement une réduction de 11% et de 15% des coûts d'exploitation unitaires, sur la base des coûts vendus et des tonnes produites. Les choses avancent certainement dans la bonne direction dans ce domaine. De plus, nous avons constaté une augmentation significative des volumes d'expédition à 49 000 tonnes pour le trimestre, ce qui représente une hausse importante par rapport à ce que nous avions précédemment, et il est important de noter qu'un de ces envois a été expédié sous forme de lot de 35 000 tonnes, ce qui nous a permis de réduire nos coûts de fret, comme nous l'avons décrit plus tôt, d'environ 50 dollars américains par tonne. Donc, un trimestre opérationnel vraiment solide et nous sommes impatients de continuer à avancer. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais il est important de réaffirmer nos prévisions pour l'année complète. Je me souviens que la dernière fois que nous avons parlé, il y a 3 mois, il y avait un goulot d'étranglement dans le processus d'expédition. Donc vos revenus sont significativement plus élevés ce trimestre. Ce goulot d'étranglement dans l'expédition faisait-il partie des raisons de cette augmentation? Eh bien, Tim, nous avons en fait structuré un certain nombre de nos arrangements d'expédition afin de pouvoir regrouper les cargaisons. Nous avons en fait retenu quelques cargaisons. Nous avons vu des revenus atteindre 52 millions de dollars ce trimestre, ce qui était le double du trimestre précédent, ce qui reflète à la fois l'augmentation des volumes d'expédition et, surtout, notre prix de vente réalisé était juste un peu au-dessus de 1060 australiens, ce qui représente une augmentation de 21% d'un trimestre à l'autre. Comme les gens peuvent l'apprécier, dans un marché en déclin, c'est un résultat plutôt raisonnable. Nous avons donc constaté que l'amélioration des arrangements commerciaux et d'expédition a un impact clair et positif sur le résultat net pour NIL et, en fin de compte, pour Sayona. Quelle est la perspective pour les ventes et les prix du produit lithium? Vous venez de mentionner que le prix du lithium est en baisse, mais pensez-vous que cela va changer? Donc, en ce qui concerne l'avenir, y aura-t-il des changements dans les prix et les ventes? Oui, Tim, cela se rapporte probablement un peu à, vous savez, votre commentaire précédent concernant les perspectives et ce que nous pourrions penser de Rio Tinto et de l'acquisition du projet de lithium Arcadium, et ainsi de suite. Je pense qu'en général, les gens ont l'impression que le prix a atteint son plus bas. Nous avons constaté des réductions de production en provenance de la Chine et de l'Afrique. Il y a donc une certaine offre provenant de la Chine sur le marché, ce qui a évidemment apporté un peu de stabilité en termes de prix plancher. Assez intéressant. La courbe à terme est toujours en contango, ce qui nous offre également une opportunité de fournir une certaine protection contre les baisses, en adoptant une approche conservatrice pour certaines couvertures. En résumé, alors que nous continuons à réduire nos coûts unitaires, nous avons pu sécuriser une partie de ces marges accrues. Sur une base de courbe à terme, nous pensons certainement que nous serons en bonne position pour atteindre le seuil de rentabilité en espèces, sinon générer des flux de trésorerie positifs d'ici la fin de l'année.
Eh bien, vous savez qu'il ne fait aucun doute que vous allez élargir votre capacité de production. Mais comment allez-vous maintenir votre efficacité opérationnelle et vos réductions de coûts? Dans le contexte d'une production accrue. Oui, donc Tim, nous avons évidemment constaté que nos coûts d'exploitation unitaire par tonne produite ont diminué de 15 d'un trimestre à l'autre. Cela a été une combinaison de réduction des coûts absolus, ce qui signifie que nous avons pu éliminer ces inefficacités, mais aussi d'accroître davantage l'efficacité. En ce qui concerne nos processus miniers, notre traitement et notre logistique. Il y a donc des renégociations de contrats en cours, mais, en termes pratiques, nous avons raccourci le trajet de transport pour le profil de production de déchets dans la mine, ce qui a évidemment des impacts immédiats en termes d'heures de camion que nous devons dépenser pour pouvoir déplacer les déchets. Il y a donc des éléments à considérer. Nous avons également introduit un concasseur à mâchoire afin d'améliorer la disponibilité des circuits de concassage et de garantir un meilleur flux à travers ce circuit de concassage. De plus, le don de minerais broyés rapporte vraiment des dividendes. Et comme je l'ai décrit au début de notre conversation, nous avons vu l'utilisation des usines passer de 83 à 91 et cela s'est vraiment produit grâce à la création d'un dôme de minerais broyés qui crée un tampon entre le circuit de concassage et le circuit de broyage. C'est donc sur la base de ce genre d'initiative que nous allons continuer à réduire nos coûts unitaires, et encore une fois, c'est ce qui va nous permettre de respecter nos prévisions annuelles avec des coûts se situant entre 1150 et 1300 dollars australiens par tonne vendue. Concernant le chiffre que vous avez mentionné auparavant, est-ce que le coût de 1100 $ est un coût de maintien tout compris? Alors, Tim, c'est notre coût d'exploitation unitaire, basé sur les tonnes produites. Donc, cela exclut certains mouvements d'inventaire à part cela. Nous avons 20 millions de dollars en capital de maintien à déployer cette année. Cela est conforme aux prévisions. Le premier trimestre a vu nos dépenses s'élever à environ 7 millions de dollars. La raison en est qu'en raison des conditions météorologiques, nous devons être en mesure de terminer les activités de construction avant l'hiver, ce qui a entraîné l'élévation du barrage de résidus. Donc, c'est évidemment un peu chargé au début, mais nous réitérons certainement nos prévisions concernant les dépenses en capital pour l'année entière. D'accord. Être un explorateur de nouveaux actifs ou développer des actifs existants tout en étant un producteur. Comment les évaluations des ressources minérales pour Moblan vont-elles influencer vos futurs plans d'exploration et de développement? Oui, donc Tim, au cours du trimestre, et je pense que c'était en août que nous avions effectivement publié les estimations de ressources augmentées pour Moblan et pour NIL. Il est important de noter qu'elles étaient assez significatives. La réalité est que NIL a maintenant vraiment augmenté sa base de ressources de manière significative, au point que nous avons vraiment maintenant l'opportunité d'étudier, en profondeur, la possibilité d'élargir NIL de manière significative maintenant, comme je l'ai réitéré précédemment. Nous avons l'accord d'achat avec Piedmont. Nous devons être en mesure de naviguer à travers cela. Nous ne financerons pas 75% du capital pour 50% de la production. Mais NIL se présente maintenant, étant donné la taille de la base de ressources et, surtout, la quantité de ressources qui est mesurée et indiquée. Nous avons un haut degré de confiance pour pouvoir avancer et vraiment être en mesure de conduire des options. NIL, une flexibilité en ce qui concerne l'expansion, et clairement, ou une durée de vie de mine prolongée. Il y a donc une réelle opportunité pour nous là. Moblan continue de surprendre à la hausse, s'approchant à nouveau de 100 millions de tonnes de ressources sur une base de 100%. C'est un gisement de classe mondiale, une véritable opportunité de devenir un producteur de concentré de spodumène Greenfield à très faible coût. Et il est important de noter que, étant situé à l'extrémité sud de cette région de la baie James, nous avons de réels avantages concurrentiels en matière d'infrastructure et de logistique par rapport à certains de nos concurrents dans ce domaine. Je pense donc que le message est vraiment de rester à l'affût. Nous avons des travaux en cours pour bien comprendre le potentiel de NAL et aussi comment nous pouvons procéder pour mettre Moblan en production. Wow! Maintenant, vous venez de nommer Laurie Lefcourt pour votre ESG. Comment voyez-vous cette nomination récente fonctionner pour l'entreprise? Oui, Tim, nous avons évidemment un fort accent sur notre ESG, en particulier sur l'aspect de la gouvernance. Je pense qu'il est important de prendre du recul. En plus de la performance opérationnelle que nous avons observée en matière de production et de coûts, nous avons également constaté une amélioration de la sécurité, ce qui est également excellent. Donc, encore une fois, cela est dû au travail acharné de l'équipe. La nomination de Laurie est excellente. Laurie a récemment été nommé autre administrateur indépendant non exécutif. Laurie apporte une multitude d'expériences. Elle a un solide bagage financier, en plus d'avoir de l'expérience en audit. Laurie dirigera donc notre comité des risques et de l'audit,
Laurie est un excellent ajout à l'équipe et nous sommes vraiment ravis de l'avoir à bord maintenant. Maintenant, en termes généraux, vous savez, dans une perspective plus large, en prenant un peu de recul, l'acquisition par Rio Tinto du projet de lithium Arcadium. Selon vous, quelle direction prendra le marché du lithium à court et à long terme? Et quel impact cela aura-t-il sur le marché du lithium avec l'entrée d'un si grand acteur? Oui, je pense qu'en résumé, l'acquisition d'Arcade par Rio Tinto est un véritable coup de pouce pour le secteur. Je pense que ce que cela souligne, clairement, c'est que Rio Tinto, tout comme nous, croit en ce secteur à long terme. Je pense que tout le monde est d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait débat autour des prévisions. C'est probablement juste la quantité de leur force, que ce soit 10% sur un taux de croissance annuel composé, ou un CAGR de 15% pour la demande de lithium. À mesure que nous avançons, il y a donc une véritable opportunité là. En avançant, je pense que Rio Tinto a soutenu cela pour le secteur sommes-nous dans le bon secteur. Je pense, vous savez, absolument, il y a un grand point positif là. Je pense qu'il est également indiqué, et Rio a été assez vocal à ce sujet, qu'il voit cela comme un projet sur plusieurs décennies plutôt que comme une opportunité à court terme. Donc, encore une fois, cela réaffirme probablement la stratégie de Sayona, qui est que c'est un environnement de prix bas. Nous devons simplement être capables de réduire nos coûts unitaires et de traverser cette période afin que, lorsque les prix se redresseront, et ils se redresseront, la vraie question est quand nous soyons en mesure de saisir cette opportunité. Je pense que l'autre élément dans l'acquisition par Rio de l'Arcadium, c'est aussi un autre point positif pour le Québec. Et en tant que seul spodumène de roche dure produit en Amérique du Nord, nous détenons déjà cet avantage d'être un acteur établi. Comprendre comment les choses fonctionnent au Québec, donc nous cherchons encore à pouvoir tirer parti de cela à mesure que nous avançons, en pensant à l'expansion pour Nil et Mobile. C'est formidable. C'est une position formidable dans laquelle tu te trouves, Lucas, non seulement en produisant, mais en ayant une grande ressource minérale de soutien derrière toi et de grands acteurs comme Rio Tinto. On dirait que nous sommes en route vers un avenir au lithium. Pour citer un autre PDG d'une autre entreprise de lithium, c'est un avenir au lithium. Nous n'avons pas le choix véhicules électriques et batteries de stockage. Lucas, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous attendons avec impatience la prochaine mise à jour. Super, merci.